Le dîner pour ma remise de diplôme devait être une affaire simple. Quelques photos pour immortaliser l'instant, un petit bistrot en Provence sans prétention, et mes parents, Valérie et Stéphane, jouant la comédie d'une famille normale, une façade qu'ils avaient perfectionnée au fil des ans. Mais à peine 10 secondes après nous être assis, l'illusion s'est brisée en 1000 morceaux. Mon grand-père, Jean, la seule personne dont le regard sur moi ait jamais été empli d'une fierté pure et sans réserve, a levé son verre. Son geste était lent, solennel, mais son regard était fixé non pas sur moi, la lauréate du jour, mais sur ma mère. D'une voix claire qui a traversé le murmure ambiant du restaurant, il a demandé « Valérie, est-ce que Chloé utilise les 850 000 € que j'avais mis de côté pour ses études ?» Le son a semblé se distordre, s'étirer. La fourchette a glissé des doigts de ma tante Sandrine, produisant un cliquetis strident contre son assiette, un bruit disproportionné dans le silence soudain qui s'était abattu sur notre table. Mes parents se sont raidis comme des statues de sel. Valérie a blêmi, ses lèvres formant un mince trait blanc. Stéphane a eu un mouvement de recul imperceptible. Et moi, j'ai senti la pièce entière basculer, les lumières se mettre à tournoyer, car je n'avais jamais, pas une seule fois, entendu parler de ce fonds. De toute ma vie, cette somme astronomique n'avait jamais été mentionnée. En grandissant, j'avais appris très tôt que ma famille, si équilibrée en apparence, était un édifice fragile, parcouru de fissures invisibles. Ma sœur, Manon, était l'étoile, l'enfant brillant en qui mes parents avaient placé tous leurs espoirs. Ils croyaient sincèrement qu'elle accomplirait de grandes choses. Ils n'ont jamais dit que je n'y arriverais pas. Ils n'ont simplement jamais dit que j'y arriverais. Et dans une famille comme la mienne, le silence était une condamnation plus assourdissante que n'importe quelle critique. Dès le collège, le schéma était devenu d'une clarté douloureuse. Manon recevait des opportunités, je recevais des responsabilités. Quand elle avait des difficultés en mathématiques, mes parents lui engageaient un tuteur privé, sans regarder à la dépense. Quand j'éprouvais des difficultés, ils me disaient que c'était une excellente occasion de forger ma discipline. Pour ses 16 ans, elle a reçu une voiture d'occasion. Pour les miens, j'ai eu droit à un agenda et un discours sur l'importance de l'indépendance. À l'époque, je n'étais pas en colère. Juste confuse, et un peu honteuse de sentir que mon besoin d'aide faisait de moi un fardeau. L'université n'a fait qu'accentuer cet abîme entre nous. Je travaillais à temps partiel dans un café près du campus, essuyant des tables, mémorisant les commandes des habitués, tout en jonglant avec mes cours et les dossiers de prêts étudiants qui s'accumulaient. Mes vêtements exhalaient en permanence une légère odeur d'expresso, et mon sommeil était ce qui restait une fois les devoirs terminés et les services achevés. Chaque fois que j'osais suggérer que j'avais besoin d'un soutien pour les livres, le loyer, n'importe quoi, Valérie soupirait, avec une lassitude étudiée, « Chloé, tu sais bien que les temps sont durs. » Stéphane hochait la tête en silence, comme pour confirmer une règle invisible gravée dans le marbre familial. Il prononçait cette phrase à chaque fois, on aimerait tellement pouvoir faire plus. Mais, étrangement, le budget ne semblait jamais trop serré pour Manon. Elle a reçu de l'aide pour la caution de son premier appartement, puis pour l'entretien de sa voiture, et plus tard, un soutien financier pour une idée d'entreprise qui s'est transformée en un projet d'un an qu'elle n'a jamais mené à terme. Chaque fois que j'essayais de remettre en question ce déséquilibre flagrant, je me sentais puérile, mesquine, ingrate. Je me répétais que j'étais assez forte pour porter mon propre poids, que c'était une preuve de caractère. J'y ai cru, jusqu'à cette soirée, où tout a volé en éclats. Il y avait eu des signes avant-coureurs, de petites lueurs de vérité que mon esprit refusait de reconnaître. Comme cet après-midi où, en passant par la maison de campagne de mes parents, j'avais trouvé une enveloppe au nom de mon grand-père Jean, enfouie dans le garage au milieu de vieilles décorations de Noël. Avant même que j'aie pu lire l'adresse de l'expéditeur, Valérie s'était précipitée, me l'arrachant des mains d'un geste sec. « De vieux papiers, ne t'en fais pas », avait-elle dit, sa voix un peu trop aiguë. Elle l'avait ensuite fourré dans un tiroir qu'elle gardait habituellement fermé à clé. Son sourire était tendu, forcé, comme une pièce de théâtre mal répétée. Quelque chose au fond de moi m'avait soufflé qu'elle mentait, mais j'avais refoulé ce sentiment, comme toujours. Jean, le père de mon père, vivait dans une autre ville. Il était doux, réfléchi, et ne parlait jamais pour ne rien dire. Chaque carte qu'il m'avait envoyée depuis mon enfance portait la même phrase manuscrite, continue. « Je crois en toi. » J'ignorais qu'il avait discrètement planifié mon avenir. J'ignorais qu'il avait fait confiance à mes parents pour protéger ce qui m'était destiné.
Et le soir de mon dîner de remise de diplôme, je ne comprenais toujours pas pourquoi Stéphane n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte, comme s'il attendait une catastrophe imminente. Je n'avais aucune idée que ma vie entière était sur le point de se fracturer. Dans les semaines qui ont précédé ce dîner, le rythme familial avait commencé à changer, de manière subtile mais palpable. Cela s'est manifesté d'abord dans la façon dont Valérie me regardait quand elle pensait que je ne la voyais pas, des regards tendus, nerveux, qu'elle tentait de dissimuler derrière des sourires désinvoltes. Stéphane était devenu plus bavard que d'habitude, me posant une myriade de questions sur mon travail, mon loyer, mes cours, comme s'il collectait des données pour un examen dont je devais ignorer l'existence. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte de la fierté, d'une émotion paternelle face à l'accomplissement de sa fille. Puis, un dimanche, Manon était arrivée au déjeuner de famille au volant d'un nouveau 4x4, le genre avec des sièges en cuir et un tableau de bord digne d'un vaisseau spatial. Quand je lui avais demandé comment elle pouvait se le permettre, elle avait ri d'un air évasif, répondant que son investissement professionnel avait finalement porté ses fruits. Elle n'avait pas donné plus de détails, et Valérie avait rapidement changé de sujet, complimentant ses ongles, ses chaussures, n'importe quoi pour détourner mon attention. J'avais laissé tomber, mais la question continuait de bouillir en moi. Quelques jours plus tard, en passant chez mes parents pour rendre un saladier, j'avais remarqué dans le garage un bac en plastique poussé derrière du vieux matériel de camping. Ce n'est pas le bac qui a attiré mon attention, mais l'enveloppe posée dessus. Le nom de mon grand-père, Jean, y était clairement imprimé. Je m'étais approché, mais avant que je puisse la saisir, Valérie était apparue dans l'embrasure de la porte, se déplaçant plus vite que je ne l'avais jamais vue. Elle avait attrapé l'enveloppe, répétant l'excuse des « papiers égarés », avant de la ranger dans une armoire. Sa voix tremblait légèrement. Ce fut le premier moment où quelque chose en moi s'est tordu au point de me faire mal. Cette nuit-là, en essayant de réviser pour mes examens finaux, mon esprit dérivait sans cesse vers ce garage. Quels papiers de Jean pouvaient bien se trouver dans un bac poussiéreux chez mes parents? Et pourquoi me les cacher? Je revoyais le visage de ma mère, l'éclair de panique, l'explication trop rapide. Une question s'est formée dans mon esprit, aiguë et importune, que me cachait-il? Le tournant s'est produit la veille de la cérémonie. J'ai entendu mes parents se disputer dans la cuisine, leur voix basse mais suffisamment tendue pour vibrer à travers le couloir. Je n'essayais pas d'écouter, mais une phrase de Stéphane m'a glacé sur place, on ne pourra pas garder ça secret éternellement. Valérie a répliqué d'un sifflement, elle n'a pas besoin de savoir. Manon a besoin de stabilité. Mon estomac s'est noué. Qui était, elle? Qu'est-ce que je n'avais pas besoin de savoir? Et pourquoi la stabilité de Manon semblait-elle toujours avoir un coup pour moi? Je suis resté éveillé pendant des heures, le cœur battant trop fort dans le silence de ma chambre. Je repensais à l'enveloppe, aux dépenses inexpliquées de Manon, au regard nerveux de ma mère. Je repensais à toutes ces années où j'avais demandé de l'aide et où l'on m'avait répondu qu'il n'y avait rien. Pour la première fois, je me suis demandé si le problème n'était pas ce qu'il ne pouvait pas me donner, mais ce qu'il refusait de me donner. Au matin, je me sentais vide, mais étrangement lucide. Quelque chose n'allait pas, et mes parents étaient désespérés de le contenir. Je m'étais promis d'arrêter de poser des questions, au moins jusqu'à la fin de la journée. J'avais besoin d'une journée de paix. Mais la paix ne m'attendait pas. La matinée de la remise des diplômes aurait dû être pleine d'espoir, mais je me suis réveillé avec une lourdeur inexplicable. Valérie a frappé à ma porte plus tôt que prévu, sa voix trop enjouée, forcée. Stéphane se tenait derrière elle, faisant semblant de consulter son téléphone dont l'écran était éteint. Leur tension étrange emplissait le couloir. Sur le campus, Manon était d'une gaieté inhabituelle, insistant pour prendre des photos. Elle a passé son bras autour de mes épaules et a murmuré « Grand jour pour toi, sœurette ». Son ton était mielleux, mais faux. Après la cérémonie, mes parents ont insisté pour que nous allions directement au restaurant. C'est en arrivant que j'ai compris pourquoi Stéphane avait surveillé la porte. Mon grand-père Jean était assis à une table au fond, souriant en me voyant. Je ne m'attendais pas à sa présence. Le visage de Valérie s'est crispé. Manon s'est figée. Stéphane a laissé échapper un rire nerveux. L'air a changé. Jean m'a serré dans ses bras, me disant à quel point il était fier. Sa voix m'a réchauffé, mais la tension autour de nous était palpable. Pendant l'entrée, Jean a posé des questions douces sur mes études, mon travail.
Mais quand il a abordé le sujet de mes prêts étudiants, la fourchette de ma mère s'est immobilisée en l'air. Les yeux de Manon se sont écarquillés. Stéphane s'est raclé la gorge. Je sentais la pression monter. Jean l'a remarqué aussi. Une partie de moi s'est effondrée silencieusement. Je savais qu'il cachait quelque chose, que cela concernait de l'argent. Et pour la première fois, je n'étais pas disposé à absorber la confusion seul. Alors, je les ai observés. Chaque lueur de panique, chaque sourire forcé, chaque geste nerveux. L'ancienne version de moi, celle qui acceptait les explications boiteuses, avait disparu. Une nouvelle facette de ma personnalité, plus affûtée, était prête à affronter la vérité qu'il tentait si désespérément d'enterrer. Au moment où les plats principaux sont arrivés, l'ambiance n'avait plus rien d'une célébration. C'était comme si nous étions tous assis sur un fil à haute tension. Valérie touchait à peine à son assiette. Stéphane essuyait ses lunettes déjà propres. Manon faisait défiler son téléphone, feignant l'ennui mais jetant des regards furtifs à Jean toutes les quelques secondes. L'air était lourd, comme si tout le monde sauf moi sentait l'orage approcher. Jean a découpé son saumon lentement, ses yeux allant de mes parents à moi avec un calme qui rendait la tension encore plus insupportable. Puis, il a posé ses couverts, s'est redressé et a levé son verre comme pour un toast. Son sourire était chaleureux, mais son regard était perçant. Il m'a regardé, moi seul, et a dit, « Chloé, ma chérie, il y a quelque chose d'important que je voulais te demander. » Ma poitrine s'est serrée. Même la respiration de ma mère s'est suspendue. Jean a tenu son verre à mi-hauteur et a posé la question qui allait diviser ma vie en un avant et un après. « Utilises-tu les 850 000 € que j'ai mis de côté pour ton éducation ?» Le silence fut si soudain et si complet qu'il sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. Pendant un instant, je fus incapable de bouger. Puis j'entendis le cliquetis métallique et retentissant. Sandrine, assise en face, venait de laisser tomber sa fourchette. Le bruit a résonné, attirant les regards des tables voisines. Le sourire de Stéphane s'est figé comme du ciment humide. Le visage de Valérie s'est vidé de toute couleur, ses doigts se crispant sur sa serviette. Le téléphone de Manon a glissé dans sa main. J'ai dégluti avec peine. Quel fond ? Ma propre voix m'a semblé lointaine, comme si elle venait de sous l'eau. Les sourcils de Jean se sont froncés. La confusion, puis la douleur, ont traversé son visage. Il a reposé son verre. « Tu n'es pas au courant ?» a-t-il demandé doucement. Il s'est tourné vers mes parents, un mouvement lent et délibéré. « Vous ne lui avez rien dit. » Valérie a secoué la tête violemment. « Papa, elle a dû oublier. On lui en a parlé il y a longtemps. »« Non, » ai-je dit calmement. « Vous n'avez jamais rien dit. » L'expression de Jean s'est durcie, la chaleur de ses yeux se transformant en un éclat d'acier. « Intéressant, » a-t-il dit, sa voix s'assombrissant, parce que la banque affirme que quelqu'un l'a utilisé. Les mots ont claqué comme un coup de fouet. Stéphane s'est étranglé avec son eau. Les doigts de Valérie tremblaient si fort que sa serviette est tombée au sol. Manon était pétrifiée. Je les fixais, le cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Jean s'est penché en avant. Le fonds a été débité depuis des mois. Des retraits importants, réguliers. Et aucun ne vient de toi. Stéphane a tenté de parler. Papa, tu te méprends, non, a claqué Jean, et le restaurant est retombé dans le silence. Sa voix était basse, maîtrisée, mais chargée de fureur. J'ai vérifié 2 fois. J'ai appelé la banque. J'ai demandé une vérification. J'ai demandé qui y avait eu accès, et la réponse n'était pas ma petite fille. Valérie a porté la main à sa bouche comme si elle allait s'évanouir. Jean s'est tourné vers moi, la mâchoire serrée. Chloé, ma chérie, as-tu déjà autorisé tes parents à agir en ton nom? As-tu signé quoi que ce soit? Non, ai-je murmuré. Jamais. La chaise de Manon a grincé. Elle a finalement parlé, sa voix se voulant légère. Jean, peut-être que la banque s'est trompée. Tu sais bien qu'ils font toujours des erreurs. Jean l'a fait taire d'un seul regard. Il a reporté son attention sur mes parents, ses yeux brûlants. Dites-moi la vérité. Maintenant. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Les épaules de Stéphane se sont affaissées. Valérie a fermé les yeux.
Manon les regardait tous les deux, attendant que quelqu'un d'autre nettoie un désordre dont elle connaissait manifestement l'existence. Stéphane a parlé le premier, la voix tremblante. Nous n'avions pas le choix. Nous avions besoin d'aide. Et Manon, la tête de Manon s'est tournée brusquement vers lui. Papa? Non. Stéphane a secoué la tête. Il a demandé. Il faut lui dire. Le visage de Jean s'est durci. Me dire quoi? Valérie a craqué la première. Des larmes ont coulé sur ses joues. Nous pensions que Chloé n'en avait pas besoin. Elle s'est toujours débrouillée seule. Elle travaillait. Elle gérait. Manon avait des difficultés, papa. Elle avait besoin de soutien. Et toi, tu n'étais pas là pour le voir. Je n'étais pas là parce que je vous faisais confiance, a dit Jean calmement. Je vous ai fait confiance pour protéger ce qui était à elle. Manon a frappé la table de sa main. Quelle importance? C'est de l'argent de la famille. On l'a utilisé pour des choses de la famille. Mon estomac s'est tordu. Quelle chose? Silence. Puis Stéphane a répondu, la compte pour l'appartement de Manon, sa voiture, certaines de ses dépenses professionnelles et d'autres choses. Les courses, les factures, les urgences. Les urgences? Ai-je répété. Tu veux dire les forfaits spa, les meubles, les voyages qu'elle a faits? Valérie a sangloté plus fort, non pas de remords, mais d'avoir été démasquée. La voix de Jean tremblait de colère contenue. Vous avez volé votre propre fille. Vous m'avez volé. Et vous avez menti. Manon a réessayé. Jean, arrête. Je suis aussi ta petite fille. N'agis pas comme si je ne comptais pas. Jean s'est tourné vers elle avec une froideur que je ne lui avais jamais connue. Tu comptes, mais pas plus que ta sœur, et pas au détriment de son avenir. Stéphane a tendu une main vers Jean. On avait prévu de tout rembourser, un jour. On voulait juste, non, a dit Jean. Vous aviez prévu de le cacher pour toujours. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Tout le restaurant nous regardait. S'il te plaît, ne fais rien de radical, a murmuré Valérie. Jean m'a regardé à la place. Chloé, tu viens avec moi demain matin. Nous irons à la banque ensemble, puis nous irons voir mon avocat. Valérie a eu un hoquet. Non, papa, s'il te plaît. Jean l'a pointé du doigt avec une fureur tremblante. Vous avez eu des années pour penser aux conséquences. Maintenant, vous allez y faire face. Stéphane s'est effondré sur sa chaise. Les yeux de Manon allaient de l'un à l'autre, la panique montant. Ce n'est pas juste. J'avais besoin de cette aide. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement travailler comme elle le fait toujours? Elle y est habituée. La vérité m'a blessé plus profondément que n'importe quel mensonge. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je suis restée assise, sentant quelque chose en moi se figer en un point froid et stable. Un endroit qui comprenait enfin la forme de la trahison. Jean a posé une main douce sur mon épaule. Tu méritais un avenir et ils te l'ont volé. Mais je vais arranger ça. Valérie sanglotait dans ses mains. Stéphane fixait son assiette vide. Manon me foudroyait du regard, comme si j'avais ruiné sa vie en étant simplement la victime. Mais pour la première fois, je ne me suis pas recroquevillé. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, la seule chose que je savais gérer, c'était de survivre. Je ne vous laisserai plus rien me prendre. Jean a serré mon épaule. Tu n'auras pas à le faire. Et ainsi, la façade de notre famille s'est brisée, morceau par morceau, sous les lumières douces du restaurant. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Jean devant la banque. Il semblait fatigué, vieilli, mais plus solide que quiconque. À l'intérieur, le directeur de la banque a tout confirmé, les retraits, les imitations de signatures, les accès qui menaient directement à mes parents. Jean a demandé le gel immédiat des comptes et des relevés imprimés, puis a calmement pris rendez-vous avec son avocat pour l'après-midi. Au cabinet d'avocat, j'ai appris toute l'étendue des dégâts. Mes parents avaient presque entièrement vidé le fonds. L'avocat m'a expliqué les étapes suivantes, la restitution, la documentation, et la création d'un nouveau fonds à mon nom seul, sous une surveillance stricte. Ce soir-là, Jean s'est assis avec moi dans mon petit appartement.
Il s'est excusé, non pour leur choix, mais pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Je lui ai dit qu'il ne me devait aucune excuse. La trahison n'était pas la sienne. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le sol stable sous mes pieds, non pas parce que tout était réparé, mais parce que la vérité, enfin, m'appartenait. Dans les semaines qui ont suivi, mes parents ont essayé d'appeler, de s'excuser, de réécrire l'histoire. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement pris mes distances. Le nouveau fond de Jean m'a apporté la stabilité, mais son honnêteté m'a donné quelque chose de plus grand, la permission de me protéger.